va examiner différents scénarios, différents paramètres, puisque c'est une enquête, et à la fin, on essaiera d'avoir soit une conclusion, soit avoir de nouveaux indices, ou peut-être suivre de nouvelles pistes. Oui, C'est ce que je vous propose. je rappelle que tu as utilisé la méthode scientifique, donc tu as fait une enquête et tu as cherché tous les sujets qui parlaient d'une possible terre creuse et tu as tout analysé. Et voilà le dossier. Voilà. Donc on continue. Voilà. C'est une partie du dossier parce que le dossier est très très long, hein, mais on a résumé beaucoup de choses. Alors, D'accord. les théories scientifiques enseignées. Alors, ça, c'est celle que vous apprenez à l'école. Les théories scientifiques actuelles que les scientifiques utilisent, bien sûr, on ne peut pas les écarter d'un coup de la main, il faut les examiner. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces théories actuelles, sur l'intérieur de la Terre? Allons voir ce qu'ils nous disent avec la diapo suivante. Voilà, ben, ils nous disent que la Terre, en réalité, est pleine. Elle est pleine, elle est constituée par différentes structures. La structure la plus profonde est appelée le noyau terrestre. Il est constitué, d'après les scientifiques, par du métal qui est à très haute densité, du nickel et du fer. On appelle aussi le NiFe, le nickel et du fer. Ensuite vient le magma, le manteau inférieur et le manteau supérieur. C'est des roches en fusion, c'est du magma, essentiellement de la silice. Et ensuite, au-dessus, on arrive à ce qu'on appelle donc la croûte terrestre qui fait à peu près, alors ça dépend des endroits sur Terre, au niveau des océans, elle est moins épaisse, mais au niveau de certains continents, elle peut atteindre jusqu'à 30 à 60 km. Donc, c'est la structure admise par les scientifiques. Donc, dans la structure des scientifiques, bien sûr, il n'est pas question d'avoir une terre creuse. Il n'y a pas de place, c'est du feu, c'est du magma. Il y a un bon film qui parle de ça, de cette façon-là, de cette théorie, un film d'anticipation fiction qui s'appelle Fusion. Si vous pouvez le voir, il est très intéressant. Il met en scène justement cette théorie de la Terre pleine de magma. Voyage au sein de la Terre. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre, voilà. Donc, je vais nous raconter l'histoire. Hein, on ne va pas le revoir. Donc, 1864 par Jules Verne. Alors, il y a eu Jules Verne, mais après, il y a eu des grands explorateurs. Il faut savoir qu'il y a eu des explorateurs, toujours à peu près à la même époque, qui sont allés explorer les pôles avec le matériel de l'époque, et je vous dis, c'était pas facile. Et là, la plupart disent la même chose, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont arrivés vers les pôles, ils ont rencontré, alors bien sûr, on ne les a pas crus, ils ont rencontré ce qu'on appelle une mer libre de glace, avec des températures au moins atteignant jusqu'à 25 degrés. Ils ont vu des animaux qui étaient normalement impossibles à voir à ce moment-là, des renards, des oiseaux. Ils ont vu plein d'animaux qui allaient vers les pôles. Mhm. Ils ont vu des troncs d'arbres, ils ont vu ils ont de la cendre volcanique et sur les icebergs, ils ont vu du pollen, ils ont vu plein de choses. Et donc, plusieurs ont fait ces récits, bien sûr, ils n'ont pas été crus. Euh, ils n'ont jamais pu atteindre les pôles en réalité parce qu'il y avait cette mer libre de glace, en réalité, où il n'y avait pas de la glace. Hein. Les températures ne correspondaient pas à ce qui était dit. Normalement, on devait s'attendre à une température de moins 80 degrés avec, bien sûr, de la glace en permanence. Mais la plupart des explorateurs n'ont pas atteint les pôles et ont été arrêtés par cette mer libre de glace. Et aussi, ils ont eu des forêts, ils ont traversé des forêts, c'était incroyable, avec des animaux, je vous l'ai dit, des arbres, ainsi de suite. Donc, se pose la question, est-ce qu'ils ont tous été hallucinés? Est-ce qu'ils ont tous ils ont eu la fièvre? Est-ce qu'ils ont eu le problème? Comment se fait-il qu'ils ne décrivent pas ce qu'on aurait dû trouver au pôle sud et au pôle nord, c'est-à-dire des grands territoires immenses de glace, Rien. Ouais. d'icebergs avec des froids colossaux, des tempêtes. Par contre, ils disent tous qu'il y avait de la vapeur, c'est-à-dire comme du brouillard. Et ça, c'est inexplicable. À ces latitudes-là, il ne peut pas y avoir de brouillard parce que là, il doit pleuvoir à peu près 16 cm d'eau par an, donc c'est pas possible. Donc en réalité, tous ces grands témoignages d'explorateurs, alors il y en a de nombreux, vous pouvez consulter les dossiers, il y en a plein, disent la même chose. Il y a quelque chose de bizarre et comme un endroit qui n'est pas accessible et où seraient les pôles. Mais là aussi, ils n'ont jamais pu atteindre ces pôles. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. À ce qui paraît, les avions ne passent jamais pile au milieu des pôles. Tu t'en as entendu parler? Oui, oui, à cause des compas magnétiques, puisqu'on dit que lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique, en réalité au pôle, il faut savoir que la courbure du champ est très importante, rentre dans l'intérieur. Donc, Mhm. en réalité, les compas des avions sont déviés.
Donc, la navigation est très dangereuse. Donc, ils évitent. Il y a des routes, oui, les routes commerciales évitent les pôles à cause justement de cette déclinaison magnétique qui est à 90 degrés quand même importante. Et donc, ils seraient perturbés. Donc, oui, ils ne sont pas survolés par les. Et il y a très peu de satellites aussi qui passent au-dessus des pôles, il faut le savoir. Je pas, il n'y en a aucun qui passe au-dessus des pôles. D'accord, ok. Merci C'est la beaucoup. question. Hop. Voilà. Voilà. Alors, à l'époque, il y a un chercheur des années 70 qui s'appelle Raymond Bernard, qui a recensé tous ces récits des explorateurs et qui a écrit un livre qui est trouvable maintenant, qui n'est plus édité. Mais vous pouvez le trouver en cherchant un petit peu. Parfois sous forme de PDF aussi, on peut le trouver. Je vous recommande de le lire parce que c'est le seul livre de référence qu'on a, qui s'appelle La Terre creuse. C'est un livre sérieux aux éditions Albin Michel et qui relate, qui fait la synthèse d'un petit peu de toutes ces observations qui ont été faites par ces explorateurs qui ont eux parfois émis aussi des théories d'explication, on les verra tout à l'heure. Donc ce livre qui s'appelle La Terre creuse, très intéressant et qui amène des arguments vers ce mystère de la Terre creuse qui se loue. Alors, il faut dire pourquoi. Parce qu'il y aurait des entrées, d'après ces explorateurs, il y aurait des entrées au pôle qui nous permettraient de pénétrer dans la Terre creuse. Alors, on verra tout à l'heure comment on peut expliquer ça. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on tombe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quelque part. Voilà, donc vous avez ici cette personne que je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Reed et qui a déclaré, je le recite, au monde entier, je déclare que la Terre est creuse et habitable intérieurement. Donc, vous voyez, ils ont fait vraiment des déclarations officielles. Hein, c'était public. Ils disaient ça, ils engageaient leur honneur. Et à l'époque, c'était très important et toute leur carrière dans ces déclarations. Donc, je pense qu'il faut dans un dossier d'enquête, un peu comme une enquête policière, et on est obligé de prendre en compte ces témoignages. On ne peut pas les négliger. Hein. Voilà, continuons. Alors, bien sûr, hein, tout le monde connaît cette intervieweuse, l'amiral Byrd. L'amiral Byrd qui a été aussi un explorateur, qui est allé explorer les pôles. Et lui aussi, par contre, voilà. Lui, par contre, il a fait des rencontres tout à fait particulières. À un moment donné, il va rendre compte qu'il va rentrer en contact avec des êtres qui sont à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur de la Terre intérieure. Mais on le connaît aussi surtout pour l'opération Jump, c'est-à-dire, vous savoir que juste après la guerre, l'armée américaine a armé une flotte avec un porte-avions et plusieurs bateaux, et pour aller déloger les nazis qui s'étaient établis, une base nazie s'était établie à l'Antarctique, dans le pôle Sud. Et c'est à partir de cette flottille, on peut dire armada, dont on a les documents, et ça s'est documenté, mais le problème, c'est que ils sont vite revenus. Tout l'armada est revenu avec des pertes énormes. Au lieu que la mission dure plusieurs mois, elle a été raccourcie. Et en réalité, l'amiral Byrd va dire qu'ils ont été reçus d'une façon assez difficile. Ils ont été attaqués par des technologies que personne ne possédait au monde à l'époque. Et donc, ils ont eu des pertes et ils n'ont pas pu déloger ces soi-disant nazis qui s'étaient établis dans une base de l'Antarctique près du pôle Sud. Donc là aussi, ça fait partie de l'histoire. Alors bien sûr, ensuite, quand il a témoigné de cela, on l'a réduit au silence, bien sûr. On a arrêté tous nos dossiers parce que c'était top secret. Et voilà. Donc, dans son hypothèse et des récits d'exploration, parce qu'il est allé plusieurs fois, mais il dit que lui, il est rentré en contact avec des êtres à l'intérieur de la Terre. Oui, Alors, je et pose la question. c'était pas n'importe qui, c'est juste pour dire quand même rajouter que l'amiral Richard et Evelyn Byrd, il est grand chancelier de l'ordre de Lafayette et de la Croix du Mérite, et secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences. Et il dit qu'il est allé à l'intérieur de la Terre. Mais oui, c'est un contre-amiral, mais donc quand même, c'est un militaire de très haut grade, il n'y a pas plus haut grade pour la marine, donc responsable d'un armada, d'un porte-avions avec plusieurs croiseurs, ainsi de suite, avec des hélicoptères, il avait vraiment de choses, donc il a rencontré dans l'Antarctique une résistance, il a décrit des engins supersoniques, à l'époque il n'y en avait pas, qui avaient la forme un peu comme des soucoupes volantes, certains disent que ça avait la forme un peu comme des soucoupes volantes, des photos ont été prises, hein, tout ça, mais tout ça a été étouffé et rendu secret, bien sûr. Et donc, ces nazis, dans cette base qui était là, on savait que ça faisait quand même 10 ans qu'ils étaient là. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qu'ils ont rencontré. Ça restera un mystère pour l'instant, mais on voit qu'il se passe des choses bizarres près des pôles, que ce soit près du pôle Nord ou du pôle Sud, il y a des choses bizarres qui s'y passent, et l'amiral Byrd va vraiment témoigner, et moi je le crois, parce qu'un amiral ne s'amuse pas à son niveau de raconter des fadaises, surtout à ce niveau-là, et il dit qu'à un moment donné, il va prendre avec son avion, il va être avec plusieurs d'autres personnes, et il va à un moment donné passer un cap, surtout là c'était au niveau du pôle Nord, et il va passer un cap, et il va se retrouver de l'autre côté, il va être pris en charge, son avion va être pris en charge par, par des êtres qui vont l'inviter et qui vont lui donner un petit peu un discours, ils vont lui parler rapidement, il ne va pas rester très longtemps, et ensuite on va l'inviter à repartir et à donner un message au monde en disant, oui, le monde à l'intérieur a des dimensions habitables, mais il n'est pas encore le moment de révéler ces choses-là. Voilà. Donc, on peut dire qu'il est devenu comme un ambassadeur, involontairement, bien sûr, à son niveau, Oui, du message de ces civilisations intérieures. c'est ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le journal de l'amiral Byrd sur Internet. Vous pouvez, enfin là, moi du coup, je l'ai trouvé tout à l'heure. Je l'ai lu, c'est passionnant. Donc il explique tout le voyage, ce qui s'est passé heure par heure, voire même des fois minute par minute, pour expliquer les problèmes techniques qu'ils ont eus. Et ensuite, et ben c'est passionnant parce que oui, c'est exactement ce que tu dis. Il arrive au pôle Nord et il se fait comme aspiré par une technologie supérieure. Il n'a plus du tout le contrôle de son avion. Et lui et son équipage, d'ailleurs, reçoivent des informations radio de cette population, des personnes qui les ont agrippés comme ça, qui leur dit ne vous inquiétez pas, voilà, vous pouvez descendre, on s'occupe de vous. Et il passe un moment incroyable. Donc, il explique du coup dans son rapport de vol. Voilà, c'est une partie où il témoigne vraiment de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est passionnant. Donc là, il rencontre effectivement cette population qui va délivrer un message très important pour toute l'humanité. Et du coup, il va repartir chargé de ce message-là pour le transmettre du coup à ses supérieurs. Et une fois qu'il arrive, donc bah voilà, il a été briefé, rebriefé encore pendant des heures et des heures. Donc il a tout raconté. Puis à la fin, on lui a gentiment demandé de ne rien dire du tout aux autres. Et après, bien sûr, on l'a mis à la retraite et ainsi de suite. Il faut savoir que toutes ces affaires, tous ces documents ont été confisqués par l'armée lorsqu'il est mort, sous prétexte du secret d'État, par le Pentagone. Donc tous ces documents privés, tout ça, ont été récupérés, soi-disant pour préserver sa mémoire. Voilà. Voilà, Donc, tu veux que je quelque te lise part, juste la dernière partie de son journal? Justement, il parle de vas-y. ça. Donc il dit depuis 1947, ces dernières années ont été désagréables. Voici à présent le point final à ce journal singulier. En conclusion, je déclare que j'ai sincèrement gardé ce propos secret toutes ces années tel que l'on me l'avait ordonné, totalement à l'encontre de mes valeurs de droit moral. À présent, la longue nuit semble arriver. Ce secret ne mourra pas avec moi, mais comme toute vérité triomphera, ainsi soit-elle. C'est peut-être le seul espoir pour l'espèce humaine. J'ai vu la vérité, elle a intensifié mon esprit et m'a rendu libre. J'ai accompli mon devoir envers ce monstrueux complexe militaire. À présent, la longue nuit commence à approcher, mais il n'y aura pas de fin. Tout comme la longue nuit arctique s'achève, le brillant soleil de la vérité se lèvera de nouveau, et ceux des ténèbres tomberont dans sa lumière. Car j'ai vu ces terres sous le pôle, ce centre du grand inconnu. Et ça, il l'écrit en gras, en gros. Inconnu. C'est ce qu'il soit, il disait souvent le grand inconnu, le grand mystère, le grand secret. Oui, tout Mhm. à fait, tout à fait. Il lui rend honneur ce courage qu'il a eu. Bon, quand il savait qu'il allait mourir, donc il a pu donner ces informations. Donc, c'est dans le dossier, de nouveau un témoignage de valeur. Jules Verne, les grands explorateurs, d'autres témoignages, et à l'amiral Byrd, tous convergent vers ça. Donc, il faut l'étudier. On ne peut pas le négliger. Et pour l'instant, il y a un point pour la science et 5 points pour les sciences alternatives. Continuons le dossier. Très bien. L'origine de nombreux ovnis, d'objets volants non identifiés, d'après sa tête, proviendrait de cette terre intérieure. Et dans cette terre intérieure, il y aurait au centre, alors on appelle ça un soleil. Bon, moi, je préfère pas l'appeler comme ça, parce que le soleil, c'est une étoile, et bien sûr, il n'est pas Mhm. question qu'il y ait une étoile au sein de la Terre, vu que la Terre est trop petite, bien sûr, mais il y aurait ce qu'on appelle une structure qui est plasmique, un plasma froid, qui enverrait des rayons, de la lumière, et aussi qui permettrait de maintenir la température d'une certaine façon. Donc, on pourrait dire une technologie
qu'elle soit naturelle ou artificielle, une technologie qui serait là et qui jouerait le rôle d'une grosse lampe, on peut dire, mais qui enverrait des rayons. Et ces rayons, je pense aussi qu'ils ont un effet bénéfique sur la vie, pour maintenir des cycles, si vous voulez, des cycles de vie. Parce que à l'intérieur dans une grotte, comme dans les grottes, il n'y a pas de soleil, on perd beaucoup la notion du temps. Et bien là, il fallait quand même que la notion du temps existe. C'est un temps interne, si vous voulez. Et donc, il y aurait cette boule de plasma qui est là. Donc, j'ignore tout à fait la constitution. Hein. On pourrait dire que c'est un plasma froid, une structure à fusion froide, on pourrait dire. Et donc, qui est là. Et donc qui existe. Ça a été décrit par tous les explorateurs qui l'ont vu indirectement, bien sûr, par rapport au pôle. Donc c'est une composante importante de la terre creuse, mais aussi la présence aussi de territoires à l'intérieur, de nombreux territoires. Et on parlera tout à l'heure un petit peu de ces civilisations, si vous voulez, de ce qu'on peut en savoir d'après ce qu'ont dit certains ou ce qu'on peut, hypothèse qu'on peut émettre. Voilà. Mais c'était important de décrire ça. Donc, au centre de l'hypersphère, un plasma, fusion froide, qui éclairerait et réchaufferait un petit peu ces territoires intérieurs. Voilà, ça c'est important quand même de le dire. D'accord. Sur ce schéma, donc on voit ce petit ovni là en haut qui ressort effectivement, et Ouais. on voit aussi comme des sortes de passages. Tu en parleras tout à l'heure Ouais. de ça? D'après ce qu'elle nous dit, il y a les ouvertures principales, c'est les ouvertures des pôles, bien sûr, le pôle nord et le pôle sud, mais il y a aussi des ouvertures secondaires, ce qu'on appelle des ouvertures ou physiques qui feraient passer de la surface, traverseraient la croûte terrestre et émergeraient dans la dimension intérieure de la Terre. Oui, il y a des ésotéristes, dont René Guénon et d'autres, et dans la tradition. Alors c'est très vivace en Orient, par exemple. En Occident, pas trop. Mais en Orient, on connaît ces choses-là. On appelle ça l'Agartha. Le royaume intérieur de la Terre est Ah, appelé Agartha en Orient, hein, en Inde, tout ça, au Tibet, Agartha ou Agarthi parfois. Et il aurait d'après les traditions indiennes, on peut dire comme une espèce de gouvernement. Ben, c'est pas rien à voir avec nos gouvernements à nous, mais on peut dire un cénacle de sages qu'on appellerait Shambhala. Tu as entendu parler de ça? Shambhala. C'est qui oui. le conseil des sages qui, on peut dire, coordinerait les différentes civilisations, parce qu'il y a de nombreuses civilisations qui sont à l'intérieur de la Terre. Voilà, il n'y en a pas qu'une, il faut le savoir. Le Dalai Lama, par exemple, connaît ces choses-là, les Oui. lamas savent très bien, de leur tradition, le Shambhala. Alors voilà. Mais donc, des passages physiques, oui, des passages physiques, ben, c'est ce qu'a illustré Gilles Verne avec son volcan, hein, lorsqu'il en Islande, le professeur passe à travers le volcan, il va rejoindre, mais ces passages physiques existeraient, bien sûr, ils seraient surveillés, ils sont très longs, il faut savoir, voilà, mais ils existeraient réellement. Il y a d'autres passages aussi, d'autres types de passages, mais cela existerait vraiment. Et certains, ils auraient cherché depuis longtemps pour essayer de les trouver. Bien sûr, ils sont protégés, bien sûr, ce n'est pas encore le moment. Voilà. D'accord. Alors ici, c'est l'amiral, on a fondé une fondation qui s'appelle la Fondation Bird, vous voyez ici, dans un triangle, je trouvais ça curieux, et je l'ai un peu comparé avec ce triangle qui s'appelle le delta. Le delta, en spiritualité, on appelle ça le delta. Et avec l'œil à l'intérieur. Ici, on nous parle du subconscient, de l'inconscient et du conscient. Et bien moi, je pense que la Terre intérieure concerne le subconscient et l'inconscient de la planète. Voilà. Ce sont des mondes de l'inconscient. C'est pas qu'ils n'existent pas, ils existent bien sûr, mais ils représenteraient cet inconscient. Et j'ai trouvé ça curieux que on représente la fondation de l'amiral Byrd dans un delta où la tête de l'amiral Byrd pourrait donner la place de l'œil qui voit tout, de l'œil Oui, du troisième œil, on peut dire, de l'œil de la vision intérieure. Donc c'est ici, ça. j'ai trouvé ça assez curieux. Hein, c'est comme un clin d'œil. Voilà, c'est comme un clin d'œil, c'est le cas de le dire. Un clin d'œil que C'est le nous cas de le fait, dire, oui. voilà, hein, qui nous dirait, voyez, il faut regarder à l'intérieur de vous. Il faut suivre votre intuition. Intuition voulant dire le regard intérieur. Voilà. Voici les documents que vous pouvez trouver sur Internet, des journaux de l'époque qui parlent, comme tu l'as dit très bien, des opérations de l'amiral Byrd. Donc ici, il n'y a pas de choses bizarres, pas de choses ésotériques, pas de fantaisie. Les coupures existent, les avions existent, les documents existent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Hein. Vous avez des images de l'époque. Voilà, hein, ce sont des journaux
des journaux voilà, de l'époque, qui parlent de ces différentes missions de l'amiral Byrd, avec parfois des déclarations qu'il fait. Mais rappelez-vous, il est sous le coup du secret d'État. Donc, il ne peut pas parler librement. Donc, il va faire des allusions, il va dire quelques mots, il va dire des choses bizarres, peut-être en espérant que certaines personnes comprennent mieux Excuse-moi, ces choses-là. on redescend. Avec douceur, voilà, Voilà. doucement. Voilà, voici des schémas de technologie nazie qui ont été mis au point. Elles existent, il ne faut pas croire. Hein, faut pas croire que les choses sont passées telles qu'on vous les a dit. C'est Pardon. pas de savoir que les nazis, le Troisième Reich, avaient quand même les savants les plus puissants du monde, puisque rappelez-vous qu'après la libération, les Américains ont récupéré les savants allemands. C'est eux qui ont mis en place le programme Apollo, quand même, von Braun, hein, les fusées. Donc, en réalité, et d'autres, hein, tous les grands savants allemands ont été récupérés par les Américains. Il faut savoir qu'avant, ils travaillaient pour les nazis. Donc, toutes ces découvertes ont été mises au point. Et on pense que les Allemands avaient développé des armes en avance, qu'on appelle les armes secrètes du Troisième Reich. Ce n'est pas une fantaisie, pas du tout. Bien sûr, c'est secret d'État, bien sûr, pour l'instant encore. Mais quand les Américains et les Russes ont débarqué à Berlin, ils ont mis chacun la main sur des documents qu'ils ont cachés, bien sûr, qui parlaient de l'existence de ces armes. On a même retrouvé des endroits où ces armes avaient été mises en place, où on avait fait des essais. Vous avez sur Internet, sur YouTube, plein de petites vidéos très intéressantes sur des dossiers très argumentés qui parlent des armes secrètes nazies. Et donc, quand l'amiral Byrd est allé justement dans l'Antarctique avec son armada, on pense qu'il a rencontré la résistance de ce type d'armes, quelque part. C'est là où il a eu des pertes, il a été obligé de faire demi-tour, parce que ces êtres qui étaient là avaient cette technologie. Voilà. Donc, importante, et des technologies qui pourraient tout à fait passer pour étant des vaisseaux, des objets volants non identifiés. Voilà. Ça, c'est important. Alors, ça semble gros, mais oui, c'est clair. Oui. Certains même ont même pensé, avec des preuves à l'appui, que l'armée allemande avait été capable de mettre la bombe atomique avant les Américains. Il y a des essais qui ont été faits et il leur manquait que deux petites choses, mais ils auraient pu faire des essais atomiques là. Donc, on peut dire qu'ils étaient très avancés dans ce domaine-là. Alors, on pourrait se dire pourquoi est-ce que les nazis étaient très avancés? Il y a des explications, mais ils avaient ces choses-là. Par contre, ils n'ont pas pu les utiliser au dernier moment. C'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre, mais ils étaient à deux doigts, à quelque chose près. Ils auraient pu faire basculer. Et il comptait beaucoup, Hitler comptait beaucoup sur ces armements avancés pour pouvoir modifier l'équilibre dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est relié bien sûr aux bases antarctiques. Voilà. Ça, c'est important. D'accord. Voilà, ici, vous avez des explications qui montrent ces engins. Alors, bien sûr, certains sont allés plus loin. Certains disent que même des engins de dernière génération par les nazis ont été mis au point, étaient capables d'aller dans l'espace et de faire des voyages, on peut dire, planétaires, c'est-à-dire peut-être se rendre sur Mars ou ailleurs. Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est du domaine du possible. Ça voulait dire que tout le programme Apollo, en réalité, était tellement en retard sur ce que connaissaient déjà les nazis, on peut vraiment se poser la question. Vous voyez, parce qu'ils n'utilisaient pas des fusées à propulsion propergol ou propulsion liquide, mélange oxygène-hydrogène. Donc en réalité, ils utilisaient une technologie capable de se déplacer, alors on ne va pas dire dans les étoiles, mais au moins dans le système solaire, au moins jusqu'à Mars. Certains éléments pourraient penser à ça. Ça, c'est important de comprendre. Quand même. Quand même, à l'époque, oui, oui. Alors, où ils ont, je rappelle, tiré ces informations, comment ils ont pu mettre au point ces technologies, c'est un bon point à se poser la question. Voilà, hein. Voici donc des nouveaux, voilà la campagne oubliée de l'Antarctique, que je vous ai parlé avec l'amiral Byrd, Richard Byrd. Voici les sous-marins, il avait des sous-marins, il avait des porte-avions, mais il est sûr, il a été. Alors, la base allemande est appelée la Swadberland, c'est-à-dire la nouvelle Souad. Donc, c'était là qu'ils avaient. Quand même, ils étaient partis 10 ans avant. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas attendu la fin de la guerre pour y aller. Et donc, cette base était occupée et ils avaient toute la technologie la plus avancée. Ils avaient même des sous-marins capables de faire des grandes distances sans faire surface. Ils avaient mis au point des technologies très avancées à ce niveau-là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est important de savoir. Ça fait partie de l'affaire de la Terre creuse, puisque c'est relié aux bases de l'Antarctique. Alors maintenant, est-ce que les nazis sont rentrés en contact avec les habitants ou les civilisations de la Terre intérieure? Je ne le sais pas. Mais peut-être qu'ils ont pu avoir des échanges, ou peut-être qu'ils se sont rencontrés, ou on ne sait pas.
Hein. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une base militaire. L'Asie, Voilà. dans l'Antarctique. La Pas New loin, voilà. Switzerland. Oui, maintenant, est-ce qu'ils sont allés plus loin? Est-ce que les nazis ont pu accéder à l'intérieur de la Terre? Je ne le sais pas. Hmm. Mais leur base était réelle, ça c'est sûr. C'est ce qui a fait qui a déclenché l'armada de l'amiral Byrd. C'était officiel. Maintenant, Ouais. pourquoi mettre un armada avec des porte-avions, des bateaux pour aller dans l'Antarctique sur des glaces? Vous voyez, ça arrive marée. Donc, c'est quelque part, il voulait faire ça. Mais il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il s'est rencontré une très grande opposition avec des engins qu'il ne connaissait pas. Et là, il s'est vraiment posé la question, disant, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? D'où ça vient? Voilà. Donc, vous voyez, le dossier s'épaissit. On ne peut pas l'ignorer. Hein. Donc, des photos prises par satellite prouveraient que la Terre est creuse. Justement, des photos ont circulé à un moment donné, ont été publiées par la NASA, même dans Paris Match, à un moment donné. On voyait des invaginations au niveau du pôle Nord, comme des trous qui apparaissaient dans les nuages, des trous circulaires, de nombreux. Et à un moment donné, ces photos ont été retirées. Et ensuite, maintenant, on ne les trouve plus. C'est comme si la NASA s'était aperçue qu'elle était allée trop loin dans les formations et qu'à un moment donné, eh bien, ces photos à présent ont disparu, mais certains ont pu les retrouver. On peut retrouver des traces de ces photos, et ainsi de suite. Et on a sur Internet des photos satellites qui montrent des phénomènes bizarres, ce qu'on appelle des vortex atmosphériques, des cercles qui apparaissent au-dessus des pôles, avec des ouvertures maintenant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les photos insolites. Ça existe. Même parfois certains disent que sur Google Earth, il y a eu à un moment donné des possibilités de observer ces choses-là. Mais je pense que depuis, ça a été retiré. Alors, voici un des chercheurs avec qui je travaille, qui fait sa enquête, M. Maxime Pellin, qui lui est spécialisé aussi sur la réception, sur la connexion avec son être intérieur, qui lui a transmis des informations sur la Terre creuse, justement, et sur ces peuples-là. Là, bien sûr, on est à la limite. Hein, c'est l'enquête scientifique, on est limite, mais on va tenir compte parce que ce sont des données vérifiables. Monsieur Maxime Pellin, qui vit dans le sud de la France, près de Forcalquier, dans les Alpes d'Haute-Provence. Je le salue ce soir. Oui, c'est ce que j'allais dire. On le salue, on en profite. Salut. C'est monsieur qui est à la retraite, qui était géologue. Il travaille donc dans la géologie, sur les tracés de géologie. Alors, il va, au cours de ses visions, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, quelqu'un qui est très les pieds sur la terre, pour vous dire, il n'y a aucun problème avec lui, c'est pas un rêveur. Hein. Lui, il reçoit des visions, son être intérieur lui envoie des visions, et ces visions, il les retranscrit sur des cartes. Et pour faire apparaître ces visions, il relie des sommets de montagne entre eux. C'est tout un espèce de travail qu'on verra plutôt dans les chroniques des planificateurs, qui est vérifiable à 100%. Donc c'est une technique, on peut dire, borderline au niveau de la science, mais on ne peut pas l'ignorer parce que les vérifiables sont des cartes, c'est-à-dire que les sommets de montagne y sont et que les tracés aussi. Alors donc, par rapport à cette vision, un jour, il y a 2 ans, nous sommes partis au Pérou parce que nous organisons aussi des voyages d'enquête sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire les choses et pas de les vérifier. Et donc, on est allé au Mexique, au Pérou, on est allé en Égypte, on est allé dans plusieurs pays pour vérifier certaines données. Et à ce moment-là, on nous a fait partir, l'enquête nous a fait partir au Pérou. Et un endroit spécial du Pérou, bien sûr, c'est les pistes de Nazca. Là aussi, c'est une émission très importante qui serait intéressante. Le fameux secret des pistes de Nazca, hein, le peuple des Nazca, qui a fait ce fameux dessin que personne n'explique. Alors, bien sûr, il y a des théories archéologiques, tout ça, mais personne n'a vraiment arrivé à trouver ce que ça veut dire. Et surtout, récemment, on en a retrouvé de nouveaux. Donc, nous sommes allés au Nazca. Alors, allons-y. La prochaine diapo. Voilà. Et parmi ces déserts, il faut savoir que le Nazca, c'est un des déserts les plus arides sur Terre. Hein. Il y a des petites collines, et sur ces collines, bien sûr, il se peuple des Nazca qui a vécu il y a 3000 ans, à peu près, à dessiner. Vous voyez ici le colline qui est énorme, hein, quand même, elle doit faire plusieurs centaines de mètres de haut, et à dessiner des schémas. Et parmi ces schémas, vous voyez celui-là qui est là, et il appelle officiellement l'astronaute. Souvent, c'est comme ça qu'il appelle. Si vous allez sur Internet, vous allez sur Google Images, vous tapez astronaute plus Nazca et vous verrez ces photos. Donc, c'est là qu'elles existent. Donc, c'est l'astronaute. C'est un petit personnage qui a une tête ronde avec 2 yeux, qui lève la main droite vers le ciel et la main gauche vers le bas. On l'appelle l'astronaute. Alors, allons-y, il existe, il n'y a aucun problème, on peut vérifier. On y va. Voilà. Donc, la question c'est, pourquoi appelle-t-on l'astronaute? Est-ce que c'est une référence à la théorie de ce qu'on appelle les anciens astronautes? Il y a des séries qui se trouvent sur YouTube qui expliquent très très bien cette théorie que la Terre aurait été visitée depuis la nuit des temps par des êtres venus d'ailleurs.
c'est de la recherche archéologique. On ne peut pas l'ignorer au niveau de la science. Il y a plein de données, il y a des dizaines de vidéos qui montrent ces choses-là. Donc, ces choses existent. Une des théories serait la venue d'anciens astronautes, venus du... Mais il y a une autre théorie qui n'exclut pas celle-là, qui la compléterait, peut-être aussi la venue d'êtres de l'intérieur de la Terre. Alors, on ne peut pas les appeler des astronautes, on les appelait des terronautes, j'en sais rien, mais ils sont là et ils auraient aussi interféré avec certaines civilisations. Et dans cette piste-là, on va explorer cette piste. Donc, la venue de l'intérieur de la Terre d'êtres que les anciens vont prendre, bien sûr, pour des grands initiateurs, pour des dieux, hein, quelque part, et qui vont aider certaines civilisations à s'établir, dont les civilisations des Incas, des Mayas, ainsi de suite. Donc, voyons ceci. D'accord. La théorie. Donc, il y a des extraterrestres et des intraterrestres. Voilà, des extraterrestres. Par exemple, Quetzalcoatl, tous les principaux dieux mayas et incas vont être reliés à ces choses-là. On y va. Allez. Voilà. Donc, bien sûr, moi, je vous parle des planificateurs invisibles. Ces êtres qui viennent, soit qui viennent de la Terre intérieure, soit qui viennent de l'espace. Je vous parle des êtres bénéfiques, bien sûr. Je ne parle pas des prédateurs ici, hein, parce qu'on pourrait envisager, dans la partie scientifique, que s'il y a des êtres qui viennent nous visiter, il peut y en avoir des prédateurs, des êtres qui voudraient envahir la planète ou se l'approprier, ou puis d'autres, bougraphies bénéfiques, qui viendraient là pour nous aider et nous soutenir lorsqu'on aurait des graves problèmes, ou qu'on n'aurait pas encore atteint l'âge de la sagesse, ce qui pourrait poser des problèmes à notre planète, ce qui se passe actuellement. Et donc, moi je les appelle des planificateurs invisibles. Ils sont invisibles parce qu'ils ne veulent pas trop se montrer. Pas pour l'instant, mais bientôt ça va venir. Donc ils sont pour l'instant invisibles. Des planificateurs, ils font des plans d'aide, des plans d'action d'aide. Et il faut savoir que par rapport à ce dessin de Nazca, eh bien, Maxime Pellin, dans ses visions, on lui a montré qu'il existait en France, lorsqu'on relie, je dis bien en France, lorsqu'on reliait certains sommets de montagne, eh bien, ce fameux astronaute apparaissait dans ces tracés. Vous le voyez à droite ici, on a enlevé la carte, bien sûr, et voici le tracé. Et c'était le même et le pareil que celui de Nazca, ce qui a été une grande surprise pour nous. Donc, c'est comme si on voulait nous indiquer que ceux de Nazca, il y a 3000 ans, avaient une information et qu'actuellement, cette information, elle était en train de ressortir parce que ce tracé était apparu, non pas au Pérou, mais en France, en reliant des sommets de montagne sur des centaines de kilomètres. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Alors, peut-être qu'un des messages de ces êtres sont « Invitez-nous à venir vers vous. Invitez-nous, s'il vous plaît, sans les canons. Et non plus, n'essayez pas de nous exploiter. Nous venons en amis, nous venons en paix, et tant que vous ne serez pas prêts à nous accueillir sans la peur, sans les canons, et sans essayer de nous exploiter nos technologies, eh bien, quand ce moment sera venu, on viendra, mais pas avant. Donc, invitez-nous à venir vers vous, mais à condition que ce soit dans la paix et le respect. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. S'ils avaient à nous dire un message, ça serait celui-là. Passons à la suite, hein, pour envisager cette chose-là. Voilà. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est une carte que j'ai trouvée sur Internet. On ignore d'où vient cette carte. Elle est très complexe, c'est écrit dans un langage particulier. Et elle nous montre, bien sûr, la Terre creuse avec les accès aux pôles. Mais ce qu'on trouve de chaque côté, à droite et à gauche, on trouve, vous voyez, ce fameux signe. Alors certains appellent ça le signe des nazis. Alors, il faut quand même mettre les choses au point. C'est pas un signe des nazis. C'est un signe existé il y a des millénaires. Il est déjà connu dans l'Orient, dans le bouddhisme. Il était connu. C'est un signe très, très ancien. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui tourne à droite et un qui tourne à gauche. On appelle ça des svatiskas ou, un autre nom intéressant, des sovatiskas. Et pour certains, on l'abordera si un jour on fait un dossier sur les civilisations, justement, à l'intérieur de la Terre, la civilisation de Mu, pour certains qui ont fait des recherches en archéologie, eh bien, ce signe était issu de la civilisation de Mu, une civilisation qui a disparu il y a plus de 80 000 ans. Et ce signe voulait dire pour elle l'amour. C'était l'équivalent de l'amour, de la cordialité, de l'amitié. Hein, voilà. Donc, vous voyez qu'on en a fait un signe. Ah oui, on en a fait l'inverse. Hein. Ah, oui. Et à l'origine, il n'est pas du tout négatif. Ils sont. Alors, pourquoi il y en a deux? Pourquoi il y a un qui tourne à droite et qui tourne à droite? Mais pour chacun des hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il faut le savoir. À l'hémisphère nord, la roue tourne dans un sens, et l'hémisphère sud, la roue tourne en sens inverse. Ça, on sait bien avec l'eau. Vous savez que l'eau en Australie tourne en sens inverse quand elle s'écoule d'en Europe. Oui. Ça s'appelle l'effet Coriolis.
Voilà. Et bien là, il y a deux sophisticas, une pour l'hémisphère nord et une pour l'hémisphère sud. Et dans cette sphère, on nous montre deux sophisticas, c'est-à-dire qu'il faut unir le sud et le nord. C'est l'unification. Voilà, on nous parle des énergies. Hein. Donc, c'est une curiosité. Comment expliquer l'intérieur de la Terre? Alors, sans exclure, restons amis avec nos amis scientifiques, pur et dur, au lieu de les fâcher, hein, et de se les mettre à dos, on va leur dire, mais ils ont raison. Mais peut-être que si on décale la fréquence, si on prend ce qu'on appelle une harmonique, une fréquence décalée, il peut exister au même endroit deux niveaux d'existence. C'est ce que nous parle la physique quantique, c'est ce qu'on appelle la superposition des états quantiques, des états de phase. Donc, par un petit décalage fréquentiel, on aurait plusieurs réalités qui occuperaient la même position géographique. Peut-être que ça expliquerait comment l'amiral Byrd a pu passer dans l'intérieur de la Terre, comment les explorateurs ont pu avoir accès à des choses, alors que nous, normalement, on n'observe pas ces choses-là. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'à un moment donné, ils ont glissé, on appelle ça un glissement de fréquence, vers une autre harmonique. Et là, ils n'ont pas vu la différence, bien sûr, parce que c'est très imperceptible. Parfois, ça pourrait même se manifester sous forme d'un petit malaise, un petit bruit, un petit quelque chose comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. Et on glisse dans une autre fréquence. Et là, bien sûr, il y a un autre niveau d'existence. Ça pourrait être une explication, je pense que c'est l'explication la plus raisonnable. Au lieu d'exclure l'un et l'autre, eh bien, dites, cherchons une théorie du tout. Hein, c'est ce que cherchent les scientifiques, la théorie du tout. Ça veut dire un glissement fréquentiel. Et ça ouvrirait bien sûr les hypothèses de l'existence de nombreuses réalités au même endroit géographique, mais décalées dans les fréquences. On va examiner cette théorie. Allez, hop, on continue. C'est vrai, j'ai jeté un coup d'œil là sur le journal de bord et effectivement, là, c'était marqué à 9h10 du matin, boussole magnétique et gyrocompas affolé qui oscille. Incapable de garder le cap, tout ça, et avec des turbulences. Donc ça pourrait très bien faire partie de ce que tu disais, quelque chose d'imperceptible, voire ça pourrait être ça, finalement. Oui, tout à fait, avec des manifestations magnétiques, bouleversement de compas magnétique, ainsi de suite, bien sûr, et des effets. Alors, ça s'appelle les théories alternatives. Hein, on y va. Théorie alternative. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, les théories alternatives, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'hypothèse de la Terre intérieure, ce que les mathématiciens, alors ça existe en mathématiques, il faut savoir, hein, s'appelle des hypersphères. Alors, si vous avez 5 minutes demain ou après-demain, vous allez sur Google, faites Google ce que vous voulez, moteur de recherche que vous voulez, et vous tapez hypersphère mathématique. Et vous allez voir la théorie des hypersphères. C'est une théorie mathématique, ça existe, qui énonce que plusieurs dimensions peuvent exister au même endroit. Ce sont des mathématiques. Ça existe, ça fait partie de la topologie, l'étude des mathématiques, de la géométrie. Donc, la Terre serait hypersphérique, c'est-à-dire contiendrait plusieurs dimensions au même endroit. Wow. Voilà. Quelques outils utilisés dans ces études. Nous utilisons des outils qui sont les archives des découvertes publiées par des chercheurs en sciences avancées, des archives sérieuses, bien sûr. Bon, premier travail de recherche et ce qu'on appelle à l'université quand on fait une thèse, un doctorat, une recherche, on va toujours en premier à la bibliothèque. On va se rencarder sur ce qu'ont fait les autres avant nous. Hein, on pourra faire la même chose. On va faire un rappel, une recherche bibliographique. Ensuite, nous, on va utiliser les cartographies sur carte routière. Vous avez vu un exemple tout à l'heure, mais vous en verrez d'autres plus tard, très passionnants, vérifiables à 100%. De la gématrie en langue française, ça on en parlera. C'est une technique de cryptographie qui mélange les mots et les valeurs mathématiques. Et de la géométrie et géographie sacrée, ça aussi, ce sont des données que les anciens connaissaient bien pour construire leurs temples, les données de géographie et géométrie sacrée. Voilà. Il faut savoir simplement se rappeler que sur les sommets, sur les cartes, les sommets de montagne sont représentés par un petit symbole qui est un triangle blanc. Continuons. Ce sont les outils qu'on va utiliser. Alors voilà, un exemple ici de passage tiré du livre de la Terre creuse, on a parlé tout à l'heure de Raymond Bernard. Donc ici, le bateau est en train d'avancer, il va basculer à travers les pôles, mais il ne va pas s'en rendre compte. Il ne faut pas croire que les gens vont avoir la tête à l'envers. Non, bien sûr, ils vont passer dans ce passage dimensionnel, ils ne vont pas s'apercevoir, et là, ils vont
passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien sûr, la gravité, la force de gravitation va aussi agir. Donc, il ne va pas tomber, bien sûr. Hein. Il n'y a pas un gouffre. En réalité, vous n'apercevez pas, en réalité. Or, il y a peut-être une bande de brume, peut-être qu'il y a des perturbations magnétiques. À un moment donné, vous passez à travers ça. Souvent, dans les films, on le voit. Hein, et hop, il y a une bande de brume et on apparaît ailleurs. Alors, on base ici, si on dit c'est un film. Mais non, vous savez que les films reposent souvent sur des idées, un peu comme Jules Verne. Hein. Dans son île mystérieuse aussi, par exemple, le livre qu'il a écrit. Donc ici, un passage dimensionnel. Moi c'est la théorie que je préfère. La théorie qui exclut rien, c'est-à-dire le passage dimensionnel dans une Terre intérieure, hypersphérique. Continuons. Est-ce que ça veut dire que le centre de gravité se trouve ici? Je ne sais pas si tu vois la souris bouger. Oui, le centre de gravité se trouve dans l'écorce terrestre, en réalité, oui. Dans l'écorce terrestre. D'accord. Ouais. Okay. Alors ça aussi, ça semble bizarre, mais il y a des explications. Je ne pourrais pas donner toutes les explications aujourd'hui, c'est long. Alors, par exemple, voici un scientifique du MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc quelqu'un de très sérieux. Mais regardez, il a fait une publication Scientific Vortex Information sur des vortex qui se trouveraient à Sedona, dans le désert de Sedona, près du Grand Canyon, où avaient les Indiens Hopi. Et donc, lui, il a fait des études et il a écrit ce opuscule scientifique sur l'existence des vortex, des passages dimensionnels, des endroits où on pourrait glisser d'une dimension à l'autre. Ce que connaissaient les peuples premiers, comme les Amérindiens et d'autres, les Bushmen. Donc, les anciens connaissaient ces choses-là. Donc, une information scientifique, écrite en anglais, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est regardez Science et Vie. On peut pas dire qu'il y a plus rationnel que Science et Vie. Hein. L'ultime secret de la physique quantique afin de dévoiler l'expérience qui montre que la matière devient réelle. Donc on a actuellement la physique quantique qui est la physique qui va nous permettre de mieux comprendre ces passages dimensionnels. On a une physique qui évolue, une physique qui est dite enchantée, une physique magique. Richard Feynman, par exemple, un grand physicien, disait si quelqu'un vous dit qu'un jour qu'il comprend la physique quantique, dites-lui que c'est un menteur parce que personne ne la comprend. Donc on a une physique qui pourrait expliquer ces choses-là. Continuons. Regardez, on croit rêver Science à venir. C'est encore une revue scientifique, purement scientifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trou noir, masse manquante, univers parallèle, les physiciens ont trouvé les clés de la 5e dimension. Donc, c'est pas un livre de science-fiction, c'est Science à venir. Oui, on croit rêver, hein? La 5e dimension. Voilà, on nous invite, et scientifiquement, vous voyez? Voilà. Donc, on peut dire qu'actuellement, c'est intéressant. Alors, nous y passons dans la 5e dimension, si vous voulez bien. Hein? Entrer dans la 5e dimension, c'est tiré de la revue. Entrons dans la 5e dimension, passons ces passages fréquentiels. Continuons. Wow. Voilà, donc la Terre, bien sûr, hein, on connaît. Voilà, ça on l'a appris à l'école. Voilà, c'est ce qu'on a appris à l'école. Elle existe sûrement, peut-être dans une fréquence, on ne l'exclut pas. Okay. Hein, bien sûr. Voilà. Bon, ouais, oui, c'est intéressant. La structure de la matière avec ses protons, ses neutrons, des électrons. On sait que les électrons tournent autour du noyau. Alors, les anciens avaient développé des théories par rapport à ça. On va voir la suite. Si tu veux bien. On accélère un peu parce que le temps passe. Oui, alors, parmi les anciens. Il y a pas mal de questions après. Hein. Voilà, ben, on peut arrêter, et peut-être on reprendra la prochaine fois parce qu'on a vu que la moitié pratiquement, même pas la moitié de. Mais c'est important. Ici, les anciens pensaient qu'au centre de la Terre, il y avait 3 sphères qui tournaient, l'une autour du centre. Et ces sphères, certains l'appelaient Brontes, Anges et Stéropée. Et c'était 3 sphères, et ces 3 sphères généraient en réalité les champs électromagnétiques de la planète. C'était une vue des anciens. C'est important. Ils avaient cette idée-là. Vous voyez, déjà, quelque chose qui se trouvait dans la planète, pas seulement un noyau, mais des mouvements de 3 sphères. Allons-y. Continuons. Ça représente un peu, voilà. Et c'était ces mouvements de sphères qui généraient ce que les anciens appelaient les réseaux sacrés, les réseaux d'énergie sur lesquels ils vont mettre leur menhir, leur dolmen, tous les temples qu'ils ont construits plus tard. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir faire fonctionner leur temple. Donc, vous voyez, les anciens avaient déjà une connaissance du fonctionnement de la Terre. C'est important de le savoir. Au niveau scientifique, voilà le fameux réseau, donc qui sont reliés à cette activité, on peut dire, de l'intérieur de la Terre. Donc une activité magmatique. Ça le montre. D'accord. Voilà. Ici, vous avez par exemple l'exemple de ce qu'on appelle le réseau nerveux de la France, le réseau où ces énergies circulent. On appelle ça la Wave aussi, le dragon, l'énergie du dragon. Et on voit qu'il y a des points particuliers comme Arles, Toulouse, Chartres, qui sont connectés à ces points. Et donc, ça, c'est important. Alors, tout à l'heure, on parlait des résurgences de la Terre creuse. Est-ce qu'il y aurait des passages? Eh bien,
d'après moi, certains de ces endroits très particuliers pourraient générer des passages, des glissements dimensionnels qui permettraient d'accéder à la Terre creuse. Là, on a vu tout à l'heure des passages physiques, mais il pourrait excéder des passages vorticiels, des vortex, des portes induites qu'on appelle, qui pourraient apparaître, mais elles apparaissent pas n'importe où, selon des réseaux énergétiques bien définis. Ce que les anciens connaissaient, bien sûr. Voilà, le soleil, bien sûr, on a parlé de ce soleil intérieur de la Terre, qui n'est pas un soleil, qui est un plasmoïde, mais notre soleil, nous, joue un rôle important, on va voir lequel, on va passer à la suite. Donc c'est comme s'il y avait deux soleils, un soleil en haut et un soleil en bas. Mais le soleil du haut utilise l'énergie qui est peut-être produite par le soleil du bas, on peut dire quelque part, pour établir ce qu'on appelle un réseau solaire. Et c'est ce réseau solaire que vont utiliser les anciens, je vous rappelle, pour établir tous les temples, sur Terre, pour qu'un temple fonctionne, quelle que soit la religion. Là, on ne parle pas de religion, de science vibratoire, quel que soit le thème, égyptien, pyramide, que ce soit indien, que ce soit chrétien, que ce soit ce qu'on veut. Oui. Ils utilisent toutes les mêmes sciences, les sciences du réseau sacré, du réseau solaire. Ça, c'est important. Donc, on peut dire que sur la surface de la Terre, il y a une projection un petit peu de l'activité. Voilà, les fameux points. Alors, ces points-là seraient susceptibles de provoquer des passages dimensionnels à des moments pratiques de l'année, à des moments que les anciens connaissaient. Et c'est là où ils mettaient leurs menhirs, leurs dolmens, les sanctuaires. C'est pour ça que les initiés de l'époque connaissaient ces points de passage, connaissaient la méthode, mais on l'a carrément oublié puisqu'on a perdu toute cette science actuellement. La science actuelle ne tient aucune façon de ces choses-là. Oui, on la retrouve, cette science. C'est génial. Et oui, elle existe réellement, puisque vous voyez tous les temples qui sont là sont dus à cette science. Donc, ils sont plusieurs fois millénaires. Ils sont plus vieux que notre propre science à nous. Bon, donc, point d'accès, voilà, je vous ai dit, les menhirs. Alors, peut-être que c'était un peu ça. Souvent, on dit, quel est le secret de ces civilisations anciennes qui ont disparu? Mais peut-être qu'il est relié au secret de la Terre intérieure. Le secret de la Terre intérieure, la communication avec la Terre intérieure. Pourquoi pas? On peut l'envisager, un échange d'informations, une rencontre entre initiés de personnes qui avaient des connaissances à échanger et qui ont édifié tous ces monuments. Voilà ici un exemple de cathédrale. C'est, oui, au même principe que le dolmen de menhir, que la pyramide égyptienne, que les temples indiens, ou ainsi de suite. C'est la même chose, c'est la même science. Très bien. Voilà un exemple d'une hypersphère. Voilà, modèle mathématique de la structure hypersphérique multidimensionnelle de la Terre. Donc, vous voyez, c'est une Terre dans une Terre, dans une Terre, dans une Terre, et chacun de ces états serait habitable, avec, bien sûr, de fréquences différentes, légèrement décalées, ce qu'on appelle une harmonique. Ce sont des mathématiques, hein, ce n'est pas de l'ésotérisme, hein, ça existe réellement. L'hypersphère est un modèle mathématique. Donc oui, vous avez même le modèle mathématique qui pourrait expliquer l'existence de plusieurs niveaux de réalité. Mais si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait des maths, moi. C'est génial. Oui. Les gens me disent, moi, je dis, vous voulez faire de la spiritualité, faites de la physique quantique et des maths. Ah, les gens, ils n'aiment pas ça. Mais je sais. Eh oui, c'est ça. C'est ça. On peut faire des masses sans faire des équations. Voici un modèle. Voilà à quoi ressemblerait une hypersphère, un début d'hypersphère, ce qu'on appelle un hypertor. Donc, en réalité, voici l'accès à la Terre creuse, en réalité. Et les accès, les principaux, bien sûr, c'est au pôle, qu'on appelle au bout de chaque côté. Mais, bien sûr, ça n'exclut pas qu'il y ait des accès secondaires, bien sûr. Hop. Voilà un exemple de circulation basée sur le modèle trou noir, trou blanc, qui pourrait expliquer le mouvement magnétique du champ magnétique de la Terre. Et bon, bien sûr, c'est un comparatif. Hein, donc, ça veut dire que quelque part, on peut dire que les pôles pourraient jouer le rôle d'un trou noir ou d'un trou blanc. Attention, je dis le rôle. Je n'ai pas dit que ce sont des trous noirs et des trous blancs. Hein. Je dis ça pourrait jouer comme un passage dimensionnel, si vous voulez. Ce serait le rôle des pôles. D'accord. Voilà. C'est un modèle d'analogie qui pourrait faire réfléchir. Voilà un autre modèle qui est proposé dans le livre aussi de Raymond, on l'a vu tout à l'heure. Et donc ici, avec des explications par rapport au soleil intérieur, ainsi de suite. Donc vous voyez, il existe plusieurs modèles qui parlent de Terre intérieure. Mais il n'y a aucun modèle qui explique en réalité vraiment qu'il y a un passage dimensionnel. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est devant une inconnue. On dit, mais comment c'est possible que les scientifiques nous disent que la Terre est pleine avec un noyau et que les autres, ils aient vu ça? On aimerait croire tous les deux. Et en réalité, on peut les croire tous les deux. Vous
voyez, on a une théorie qui arrive à concilier les deux. C'est ça intéressant. C'est un peu ça la spiritualité. C'est unir les contraires, on pourrait dire, dans une paix, pas un conflit. On n'a pas à combattre. Trouvons quelque chose qui unifie les deux. Vous voyez, ça c'est important. Voilà, vous avez ici un exemple. Si vous regardez d'une certaine façon ce mandala, vous avez l'impression d'aller à l'intérieur. Ben, c'est un petit peu comme l'épaule. Vous voyez, hop, on rentre à l'intérieur. Il y a le mandala qui fait comme s'il tournait. Et bien en réalité, on pénètre à l'intérieur. Bien sûr, c'est un effet, on peut dire, de dessin, d'optique, mais c'est un peu ça, l'épaule, le secret d'épaule. C'est un passage vers un ailleurs. D'accord. Voilà, vous voyez, il y a des théories qui expliquent les vortex. C'est pas des choses de science-fiction, pas du tout. Ça s'appelle des vortex, les vortex de l'eau, les vortex d'un fluide. Tous les fluides peuvent utiliser des vortex. Moi, j'en ai vu l'autre fois. Je suis allé me promener près d'une rivière, une grande rivière, et j'ai vu à la surface des vortex tourner, des choses apparaître. Oups, ça faisait comme des tourbillons. Il y en avait plusieurs. C'était curieux, ça se formait tout seul. Donc ces vortex, c'est ça la théorie. Eh bien, Jules Verne utilise cette approche dans son film, dans son livre, pour passer du volcan à un, il passe à travers un truc et il passe à travers un vortex en réalité. Voilà. Donc c'est les vortex, c'est la théorie qui explique les vortex. C'est très sérieux, je vous garantis. Mais la science, je ne dis pas que la science ne s'intéresse pas. Disons qu'elle ne dit pas qu'elle s'y intéresse. Voilà. C'est pas publié. C'est pas publié mais je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus. Il n'y a aucun problème. Voilà une image vorticielle de ce que pourrait être l'épaule. Donc un vortex de communication qui nous permet de rentrer dans d'autres niveaux d'existence. Vous voyez, ça existe un peu. Voilà. Bien sûr, après, on va parler de certains scientifiques qui ont travaillé là-dessus, qui ont été récriés, mais qui ont fait des travaux colossaux, qui étaient des génies, bien sûr, qui étaient plus ou moins contemporains d'Einstein. Tesla, par exemple. Tesla, tout le monde connaît, avec l'énergie libre. Il a posé des dizaines de brevets, c'était un super génie. Et il a travaillé sur la théorie du vortex, c'est un fait. Il n'y a aucun problème avec ça, vortex électromagnétique. Un jour, peut-être qu'on parlera du fameux dossier de Philadelphia Experiment, que la Navy a mis au point en 1943 à l'aide de Tesla sur la téléportation de la matière. Et, oui, les gens font des recherches, mais ce n'est pas c'est pas donné au public, c'est en fait. Et on en sait plus que ce qu'on veut dire, c'est clair. Nikola Tesla, un grand homme que je salue au passage, qui a eu une vie difficile, m'a donné, donc contemporain d'Edison, et c'était un peu un conflit tous les deux. Et donc, quelque part, Tesla a ouvert la marche. Il y a 100 ans déjà qu'on connaît qu'il existe l'énergie libre. Il y a 100 ans qu'on connaît la science des vortex. Ça a été appliqué même dans des expériences au niveau militaire. Donc, toutes ces choses-là sont connues et sont toujours top secrets, confidentielles défense. Donc, elles ne sont pas divulguées. Donc, on a à peu près plusieurs centaines d'années de retard actuellement. La connaissance du public, disons. La technologie qu'utilise le public est décalée d'à peu près une centaine d'années, en gros. Voilà. Donc, je pense que Tesla n'aurait pas rejeté la théorie de la Terre intérieure, parce qu'il aurait compris ce phénomène de décalage fréquentiel, bien sûr.